Elle a remarqué une petite fourmilière dans son jardin et n'y a pas prêté attention. Mais les experts ont vu à l'intérieur quelque chose qui les a mis en panique. Abonne-toi et écris d'où tu regardes cette vidéo. Le soleil du Texas s'élevait lentement au-dessus de la petite maison de Sarah Miller, faisant scintiller les gouttes de rosée qui couvraient encore les feuilles des plantes alignées avec soin le long du jardin. Chaque matin, elle sortait avant que la chaleur ne devienne écrasante, appréciant ce court moment où l'air demeurait encore doux, presque frais, et où la lumière, pâle et dorée, enveloppait le paysage comme un voile protecteur. Depuis des années, ce rituel était devenu l'axe tranquille autour duquel tournait sa vie. Dans cet espace qu'elle entretenait avec patience, elle trouvait un apaisement que rien d'autre ne parvenait à lui offrir. Les fleurs qu'elle plantait, saison après saison, semblaient être les confidents d'une existence silencieuse, rythmée par des gestes simples et familiers. La maison où elle vivait avait appartenu à son père. Elle portait encore l'odeur du bois ancien et du vernis que sa mère appliquait autrefois sur les meubles pour les protéger de l'humidité. Le jardin, en revanche, était son univers à elle seule. Elle s'y promenait chaque matin, pieds nus sur la terre tiède, observant l'évolution de chaque plante comme si elle pouvait déceler dans la forme d'une feuille ou la couleur d'un bourgeon un indice sur le monde. Les tournesols se dressaient déjà en colonnades lumineuses, les rosiers s'étiraient en courbes délicates, et dans le coin le plus ombragé, les herbes aromatiques diffusaient leur parfum léger. Ce matin-là, rien ne semblait devoir troubler cette tranquillité. Sarah avait pris son café sur la petite marche du perron avant de le reposer près d'un pot de lavande. Elle s'était ensuite penchée pour arracher quelques mauvaises herbes et vérifier l'humidité de la terre. Cependant, un léger détail attira son attention lorsqu'elle se rapprocha de la plate-bande de soucis qu'elle avait replantée quelques semaines plus tôt. Juste à côté des pétales orangés brillants, un minuscule monticule de terre s'élevait, rond, compact, presque parfait dans sa forme. Elle s'accroupit pour l'observer. À première vue, il s'agissait d'un simple petit nid de fourmis, un phénomène banal dans cette région du pays où les insectes proliféraient dès que la chaleur s'installait. Elle passa doucement les doigts sur la terre sèche, constatant qu'elle était encore fraîchement retournée. Cela n'avait rien d'extraordinaire. Et pourtant, un petit pincement de curiosité la traversa. Elle se redressa, observa à nouveau l'ensemble du jardin, puis laissa échapper un léger rire en secouant la tête. Pourquoi s'inquiéter pour un détail aussi insignifiant? Elle avait bien d'autres tâches à accomplir, et les fourmis n'avaient jamais représenté un danger jusque-là. Elle retourna donc à ses occupations, persuadée qu'elle oublierait ce monticule dès le lendemain. Les journées suivantes ne se déroulèrent sans incident, mais 3 jours plus tard, alors qu'elle venait de sortir arroser les plantes, son regard fut immédiatement attiré vers le même coin du jardin. Le petit monticule avait triplé de volume. La terre semblait s'être accumulée comme si quelque chose travaillait frénétiquement en dessous. Ce n'était pas tout. 2 nouveaux monticules, légèrement plus éloignés, venaient d'apparaître. Ils étaient semblables dans leur forme, nette, presque géométrique, comme s'ils obéissaient à une logique invisible. Cette fois, Sarah ne put réprimer un sursaut d'inquiétude. Elle s'approcha lentement, scrutant les 3 monticules. Le sol autour paraissait étrangement meuble, comme s'il avait été retourné de l'intérieur. Elle s'agenouilla et posa sa main sur la surface. Elle crut percevoir une légère vibration, un frémissement fugitif, trop subtil pour être sûr, mais suffisamment étrange pour la perturber. Elle resta immobile quelques secondes, essayant de comprendre d'où venait cette sensation. Le vent était absent, le jardin silencieux, rien ne bougeait autour d'elle. Elle se releva et commença à parcourir le jardin d'un pas plus nerveux. Les monticules formaient presque un cercle. Ce n'était pas normal. Les fourmis ordinaires n'agissaient pas ainsi. Elle avait grandi ici, avait vu des dizaines de nids surgir au fil des années, mais jamais de cette façon. Une organisation aussi rapide et étendue ne ressemblait à rien de ce qu'elle connaissait. Une inquiétude diffuse commença à s'installer dans son esprit, comme un voile léger mais persistant. Elle entra dans la maison, essuya ses mains sur un torchon et resta un moment immobile devant l'évier, le regard perdu dans le vide. L'idée d'ignorer ce qu'elle avait vu lui traversa l'esprit, mais une autre pensée s'imposa. Et si quelque chose de plus sérieux se cachait sous ses pieds? Après tout, la région n'était pas étrangère aux insectes agressifs.
notamment aux fourmis rougeâtres capables d'infliger de douloureuses morsures. Elle se souvenait de conversations avec des voisins, d'histoires exagérées peut-être, mais suffisamment marquantes pour laisser une trace. Finalement, elle prit la décision de contacter une entreprise spécialisée dans le contrôle des nuisibles. Elle resta plusieurs minutes devant son téléphone, hésitant entre différents numéros, lisant les avis en ligne, cherchant la meilleure option. Son hésitation était moins due au choix qu'à la prise de conscience que l'apparente tranquillité de son jardin venait peut-être de s'effriter. Elle finit par appeler une société réputée dans les environs, expliqua calmement la situation et demanda une intervention. À sa surprise, les spécialistes lui répondirent qu'ils pouvaient se déplacer rapidement, car la description qu'elle donnait éveillait déjà leur attention. Après avoir raccroché, Sarah se posta près de la fenêtre, scrutant ses plates-bandes avec une appréhension nouvelle. Le jardin, qui avait toujours été son refuge, semblait soudain lui cacher quelque chose. Elle se sentit vulnérable, comme si une présence silencieuse observait depuis les profondeurs de la terre. Elle tenta de se raisonner. Ce n'était peut-être qu'un phénomène naturel, rien de plus. Pourtant, une tension étrange flottait dans l'air, presque imperceptible, mais palpable pour quelqu'un comme elle, habituée à la moindre variation dans son environnement. Lorsqu'une heure plus tard, elle entendit le bruit d'un moteur se rapprocher, elle sursauta légèrement. Le camion de l'entreprise de contrôle des nuisibles s'arrêta devant sa maison. 2 hommes descendirent du véhicule, équipés de matériel qu'elle ne reconnut pas immédiatement. Elle s'efforça de paraître calme en les saluant, mais son cœur battait plus vite que d'habitude. Tandis qu'elle les accompagnait vers le jardin, elle avait l'impression de franchir la frontière invisible entre la vie ordinaire et quelque chose de plus inquiétant, comme si les monticules de terre n'étaient que les premiers signes d'une réalité qu'elle n'avait pas encore comprise. Le jardin se tenait devant eux, silencieux, immobile, mais Sarah avait la nette sensation qu'il respirait d'une façon nouvelle, presque menaçante. Les spécialistes observèrent les monticules sans un mot au début, puis échangèrent des regards qui confirmèrent les craintes qu'elles n'osaient formuler. Ils commencèrent à préparer leur équipement, et à cet instant précis, Sarah comprit que ce qu'elle avait pris pour un détail anodin pourrait bien bouleverser tout ce qu'elle croyait savoir sur cet endroit qu'elle avait toujours considéré comme sûr. Elle sentit que quelque chose s'était mis en marche, quelque chose qui dépassait les simples mouvements d'insectes sous terre. Elle resta en retrait, regardant les 2 hommes se préparer à examiner ce qui se cachait sous la surface. Elle se rendit compte qu'elle était sur le point de découvrir une vérité qu'elle n'aurait jamais imaginée, une vérité enfouie littéralement sous ses pieds. Et tandis qu'ils s'approchaient du premier monticule avec leurs instruments, Sarah, figée à quelques mètres, ressentit un frisson lui parcourir la colonne vertébrale. Un pressentiment qu'un monde inconnu était sur le point de se révéler à elle. Le jardin, son refuge immuable, allait lui montrer un visage qu'elle n'avait jamais soupçonné. Les 2 spécialistes, après un premier examen silencieux, s'agenouillèrent devant le monticule principal avec une attention presque solennelle. Sarah, restée en retrait, observait leurs gestes avec une appréhension qui n'avait cessé de croître depuis leur arrivée. Le premier homme, le plus âgé des 2, installa un petit moniteur portable sur la pelouse, tandis que son collègue déroulait un câble au bout duquel se trouvait une caméra minuscule montée sur une tige flexible. Le dispositif était d'un genre que Sarah n'avait jamais vu, et le simple fait qu'ils en aient besoin pour examiner un monticule de terre lui fit comprendre que la situation était plus sérieuse qu'elle ne le croyait. Ils commencèrent à enfoncer la caméra dans le sol avec une prudence quasi chirurgicale. Le moniteur s'alluma, éclairant leur visage d'une lueur bleutée. Sarah plissa les yeux pour distinguer ce que l'écran révélait, mais l'angle où elle se tenait l'empêchait de tout voir. Elle ne voyait que leurs expressions, et c'était suffisant pour mesurer la gravité de ce qui se déroulait sous la surface. Le plus jeune des 2 fronça brusquement les sourcils, puis sembla retenir sa respiration. L'homme plus âgé posa une main sur son épaule, comme pour lui demander de garder son calme, mais lui-même avait le regard figé, tendu, presque incrédule. Cette réaction glaça Sarah. Elle fit quelques pas en avant, incapable de rester immobile, mais l'un des spécialistes leva la main pour lui demander de garder ses distances. Elle s'arrêta aussitôt, le cœur battant contre sa poitrine. Les 2 hommes échangèrent rapidement quelques mots à voix basse, trop bas pour qu'elle les entende. Puis le plus âgé se redressa lentement, inspira profondément et se tourna vers elle. Elle comprit à la gravité de ses traits que ce qu'il allait dire ne serait pas anodin.
Il lui expliqua qu'il ne s'agissait pas d'un simple nid de fourmis, ni même d'un nid ordinaire de fourmis rouges. Ce qu'ils avaient observé sur l'écran ressemblait à une activité d'une rare intensité, comme si des milliers, voire des millions d'insectes s'agitaient sous la terre, creusant, s'étendant, bâtissant un réseau démesuré. Ils avaient identifié des galeries larges, profondes, interconnectées par un système qui paraissait conçu avec une logique presque architecturale. Rien à voir avec les petits tunnels fragiles des fourmis communes. Ce n'était pas la quantité seule qui semblait inquiétante, mais la nature de ces insectes. Le spécialiste lui parla alors des fourmis de feu, ces créatures redoutées dans le sud, connues pour leur agressivité extrême et leurs piqûres dont la douleur brûlante justifiait leur nom. Il expliqua que ces fourmis pouvaient réagir violemment aux vibrations, attaquer en masse et provoquer chez certaines personnes des réactions allergiques sévères. Il ajouta que la formation rapide de plusieurs monticules était typique des colonies en expansion, mais que l'étendue du réseau qu'ils avaient repéré dépassait tout ce qu'ils avaient vu jusqu'ici dans une propriété privée. Le silence se fit plus lourd encore. Le jeune spécialiste se leva à son tour, essuyant ses mains moites sur son pantalon, visiblement nerveux. Il demanda à Sarah de rentrer immédiatement dans sa maison, de fermer toutes les fenêtres, toutes les portes, et de s'assurer que rien ne permette aux insectes d'entrer. Il insista sur le fait qu'il n'était pas question de se promener dans le jardin tant que la situation n'avait pas été parfaitement évaluée. La tension dans sa voix ne laissait place à aucune interprétation. Sarah sentit ses jambes trembler. Elle jeta un dernier regard à son jardin, celui qui, quelques minutes plus tôt encore, aurait dû symboliser pour elle la paix et la stabilité, et qui paraissait désormais chargé d'une menace sourde, presque invisible. Elle recula lentement, puis se tourna pour rentrer chez elle. Une fois à l'intérieur, elle s'appuya contre la porte qu'elle venait de refermer, cherchant à reprendre son souffle. Le bruit sourd du verrou qu'elle enclencha résonna comme la confirmation que quelque chose d'inquiétant et d'inexplicable venait de s'emparer de ce lieu familier. À travers la vitre, elle voyait les deux hommes discuter à vive voix, composant un numéro sur un téléphone professionnel. Ils semblaient faire un rapport urgent. Elle n'entendait rien, mais leur agitation parlait d'elle-même. Après quelques minutes, ils commencèrent à déplacer du matériel vers une zone du jardin, traçant des lignes sur le sol, prenant des mesures, marquant certains points à la peinture. Un peu plus tard, l'un d'eux se rapprocha de la maison et frappa doucement à la porte. Sarah ouvrit avec prudence. L'homme lui expliqua que la situation dépassait largement leurs compétences et nécessitait l'intervention immédiate des autorités responsables de la faune, des espèces invasives et des risques environnementaux. Ils avaient déjà signalé l'incident à la division spécialisée et une équipe d'intervention devrait arriver d'un moment à l'autre. Il précisa que la colonie sous son jardin pouvait s'étendre bien au-delà de sa propriété et que le risque n'était pas seulement pour elle, mais pour les maisons voisines, les animaux domestiques et, dans les cas extrêmes, les personnes sensibles aux piqûres. Il la rassura cependant. Tant qu'elle restait à l'intérieur, elle ne risquait rien. Lorsqu'il repartit vers son collègue, Sarah retourna s'asseoir près de la fenêtre, sans parvenir à détourner les yeux des monticules. Elle les observait avec un mélange de fascination et de peur. Le jardin, si paisible quelques jours plus tôt, semblait habité d'une force menaçante que rien ne laissait deviner en surface. Elle avait la sensation étrange que le sol lui-même respirait, comme un animal massif tapi dans l'ombre. Le temps paraissait s'étirer. Elle attendit en silence, écoutant chaque bruit venant de l'extérieur. À mesure que les minutes passaient, le sentiment d'irréalité s'intensifiait. Était-il possible que cette menace se soit développée sous ses pieds sans qu'elle s'en rende compte? Comment avait-elle pu passer à côté de quelque chose d'une telle ampleur? Elle se souvenait de sa première réaction face au petit monticule. Un haussement d'épaule, un sourire, la certitude de savoir ce qu'elle avait devant elle. Son ignorance, désormais, lui paraissait une forme de naïveté presque dangereuse. Lorsqu'elle entendit enfin au loin le grondement de plusieurs moteurs, elle sentit son cœur s'accélérer. Par la fenêtre, elle vit arriver 3 véhicules officiels, d'un blanc éclatant, portant les logos de la division de contrôle de la faune et des espèces envahissantes. Des hommes et des femmes en sortirent, vêtus de combinaisons épaisses, de gants, de casques équipés de visières.
L'atmosphère calme du quartier fut soudain balayée par une tension palpable, comme si une opération de grande importance venait de débuter. Elle comprit alors que rien ne serait plus comme avant. Le jardin qu'elle avait toujours considéré comme une prolongation d'elle-même allait révéler un secret bien plus sombre et bien plus vaste qu'elle n'aurait jamais pu l'imaginer. Et sans encore connaître l'ampleur exacte de la découverte, elle pressentait que ce qui se cachait sous la terre dépasserait tout ce qu'elle avait toujours cru possible. Lorsque les véhicules officiels se furent immobilisés devant la maison, le silence du quartier se brisa d'un seul coup, comme si une fissure invisible venait de s'ouvrir dans la routine familière du voisinage. Sarah, depuis sa fenêtre, observait la scène avec un mélange d'effroi et de fascination. Les agents descendaient des voitures, leurs combinaisons épaisses bruissant légèrement sous leurs mouvements. À travers leurs visières, on devinait des regards concentrés, presque mécaniques. Elle n'aurait jamais imaginé voir un tel déploiement autour de son jardin. À cet instant, l'ampleur réelle de la situation s'imposa à elle. Cette menace, enfouie sous la terre depuis des semaines peut-être, avait nécessité la mobilisation d'une équipe semblable à celle qu'on voit intervenir lors d'incidents biologiques ou chimiques. Elle se sentait à la fois terrifiée et isolée, comme si le monde extérieur ne lui appartenait plus. L'un des chefs d'équipe s'avança vers les deux spécialistes qui l'attendaient près des monticules. Ils lui montrèrent l'écran sur lequel la caméra avait enregistré les images de l'intérieur des galeries. Sarah, bien qu'incapable d'entendre leur échange précis, percevait dans leurs gestes et leurs postures un degré d'inquiétude inhabituel. Le superviseur se pencha sur l'écran, resta figé un long moment, puis secoua légèrement la tête, comme s'il avait du mal à accepter ce qu'il voyait. Tout dans son attitude indiquait qu'il se trouvait face à un cas hors norme. Les autres membres de l'équipe, tenant des appareils de mesure et des sacs de matériel, attendaient ses instructions sans un mot. Un périmètre de sécurité fut établi autour du jardin, avec des rubans jaunes et des balises. 2 agents se postèrent à l'entrée de la propriété, empêchant quiconque de s'approcher. Sarah, depuis l'intérieur de la maison, observait la transformation progressive de son environnement en zone d'intervention spécialisée. Elle percevait chaque geste, chaque ordre muet comme une confirmation supplémentaire que ce qui grouillait sous son jardin dépassait tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Sa peur était devenue plus dense, mais une partie d'elle était désormais animée par une curiosité presque douloureuse. Elle voulait savoir ce que cachait ce réseau souterrain, savoir comment il avait pu se développer dans un lieu qu'elle croyait connaître par cœur. Les agents commencèrent à effectuer une série de mesures autour des monticules. Ils enfoncèrent dans la terre des sondes longues et fines, reliées à des appareils électroniques, qui affichaient, en chiffres instables, des données de profondeur, de densité, de chaleur et de mouvement. Les galeries semblaient s'étendre sous une large portion du terrain, et les appareils vibraient légèrement, comme pour rappeler que, sous leurs pieds, des milliers de créatures s'agitaient encore. L'un des ingénieurs releva la tête et échangea un regard grave avec ses collègues. Il fit signe au superviseur, qui revint vers lui pour lire les données. Sarah vit le superviseur pâlir légèrement, puis se tourner vers sa radio pour parler à un interlocuteur qu'elle ne pouvait pas voir. La conversation semblait courte, mais urgente. Peu après, ils décidèrent de procéder à une évaluation complète du réseau souterrain. Une carte du jardin fut déployée sur une table mobile, et les agents commencèrent à y reporter les données recueillies, traçant des lignes, marquant des points, dessinant petit à petit les contours d'un labyrinthe qui s'étendait bien au-delà des 3 monticules visibles. Sarah, observant la scène à travers la vitre, avait l'impression que son jardin se transformait en une carte vivante d'un monde secret dont elle ignorait jusqu'à l'existence. Elle se demanda combien de temps cette colonie avait grandi, silencieuse, invisible, sous les fleurs qu'elle entretenait avec tant de soin. Après une longue période d'analyse, le superviseur s'approcha de la maison et frappa doucement à la porte. Sarah hésita un instant avant d'ouvrir, consciente qu'elle s'apprêtait à entendre des informations qui changeraient à jamais sa perception de la tranquillité qui l'avait accompagnée toutes ces années. Lorsqu'elle ouvrit enfin, l'agent la salua poliment, mais son ton restait grave. Il lui expliqua que la colonie qui s'était installée sous son terrain était l'une des plus grandes qu'ils avaient observées dans la région depuis des décennies, peut-être la plus vaste jamais enregistrée dans un environnement résidentiel. Les galeries se prolongeaient sur plusieurs mètres de profondeur et s'étendaient
jusqu'aux propriétés voisines. Ce n'était pas seulement la taille qui posait problème, mais aussi la nature de la colonie. Des fourmis de feu, une espèce connue pour sa dangerosité. Il ajouta qu'une destruction classique serait trop risquée. Une pulvérisation ou une tentative de creuser pour atteindre le cœur de la colonie provoquerait une attaque en masse, mettant en danger non seulement les agents, mais aussi les habitants du voisinage. Les fourmis de feu réagissaient violemment aux perturbations et une intervention maladroite pourrait les pousser à envahir la surface en quelques secondes. Le risque était réel et sérieux. L'objectif n'était donc pas de détruire simplement la colonie, mais de la neutraliser en minimisant les risques et en préservant autant que possible la structure souterraine, car celle-ci présentait un intérêt scientifique exceptionnel. La forme et l'étendue des tunnels suggéraient une organisation rare, presque fascinante dans sa complexité. Sarah resta silencieuse, tentant d'assimiler les informations. L'idée que des millions d'insectes agressifs s'agitaient sous son jardin l'effrayait profondément. Mais elle percevait aussi, dans les propos du superviseur, un certain respect pour ce phénomène naturel extraordinaire. Ce qui grouillait en dessous n'était pas seulement une menace, c'était aussi une construction vivante d'une rare sophistication, une sorte de cité invisible. Le superviseur expliqua alors le plan d'action. Ils utiliseraient un mélange spécialisé, un composé capable de se diffuser dans les galeries sans provoquer de vibrations majeures, puis de geler progressivement, jusqu'à se solidifier comme du ciment. Ce procédé neutraliserait les fourmis en les immobilisant instantanément et permettrait de conserver intacte l'architecture du nid pour un futur examen scientifique. L'opération serait longue et nécessiterait une précision extrême. Il devrait injecter le produit en plusieurs points stratégiques du réseau pour s'assurer que chaque galerie soit traitée et que la colonie ne puisse échapper par un quelconque passage restant ouvert. Sarah acquiesça faiblement, consciente qu'elle ne pouvait faire autre chose qu'attendre. Elle retourna à sa fenêtre, tandis que les agents commençaient à préparer le mélange. Des récipients métalliques furent posés sur le sol, contenant une substance qui émettait une légère vapeur froide. Le produit devait être maintenu à une température précise pour conserver ses propriétés, et plusieurs agents veillaient à contrôler en permanence les instruments qui indiquaient son état. Une fois la solution prête, les équipes mirent en place des conduits fins et flexibles, qu'ils enfoncèrent dans les monticules et à divers points du jardin. Le réseau souterrain semblait si vaste que la simple préparation de l'opération dura près d'une heure. Lorsque l'injection commença enfin, Sarah sentit le sol vibrer légèrement, comme si la terre elle-même respirait plus fort. Le mélange s'écoulait dans les galeries, progressant lentement, guidé par la pression contrôlée des machines. Les agents observaient les moniteurs avec une concentration extrême, vérifiant que le liquide avançait correctement, qu'il ne rencontrait pas d'obstacles ou de zones où il risquait de se propager trop rapidement. Les lignes sur l'écran se teintaient peu à peu de bleu, indiquant les zones où la substance se diffusait. Sarah suivait ce spectacle de loin, fascinée malgré sa peur. Elle se sentait comme une spectatrice impuissante devant un phénomène à la fois terrifiant et hypnotique. L'opération dura des heures. Le soleil se coucha, puis la nuit enveloppa le jardin d'une obscurité paisible en apparence, mais trompeuse. Les agents, éclairés par des lampes puissantes, poursuivaient leur travail sans relâche. Peu à peu, les vibrations cessèrent. Les appareils indiquèrent enfin que le liquide avait atteint la majorité des galeries et qu'il commençait à se solidifier. Les agents stoppèrent l'injection, laissant la matière se figer. Le jardin resta silencieux pendant un long moment, comme si la terre elle-même se reposait après une activité trop intense. Ce n'est qu'au lever du soleil suivant que les équipes commencèrent la dernière étape, l'excavation. Ils retirèrent la terre avec une minutie impressionnante, couche après couche, révélant les premières parties de la colonie figée. Sarah, autorisée à sortir prudemment de sa maison pour la première fois depuis la veille, s'approcha à distance. Ce qu'elle vit la laissa sans voix. Sous la surface, un enchevêtrement de tunnels sculptés avec une précision étonnante s'étendait sous ses yeux. La structure ressemblait à une cité miniature, organisée, hiérarchisée, presque artistique dans sa complexité. Jamais elle n'aurait imaginé que de si petites créatures puissent façonner quelque chose d'aussi vaste et d'aussi ingénieux. Les agents eux-mêmes semblaient impressionnés. Ils prenaient des photos, des notes, analysaient chaque chambre, chaque passage.
La colonie, désormais figée, était devenue une découverte scientifique précieuse, un témoignage fascinant de la puissance collective d'une espèce minuscule mais redoutable. Sarah, debout à côté d'eux, ne pouvait détacher son regard de cette architecture souterraine. Elle éprouvait un mélange d'effroi et d'admiration, consciente d'avoir été, malgré elle, la gardienne d'un empire invisible qui aurait pu causer un désastre si personne n'avait réagi à temps. En observant ce réseau fossilisé, elle comprit que le monde qu'elle croyait connaître n'était qu'une surface fragile, sous laquelle pouvaient se cacher des forces insoupçonnées. Ce jardin qu'elle entretenait avec tant d'amour avait abrité un phénomène naturel d'une ampleur presque déroutante. Elle ressentit une gratitude silencieuse envers les équipes présentes, mais aussi une humilité nouvelle devant la nature, dont les élans demeurent, parfois, impossibles à anticiper. Et tandis que les agents continuaient leur travail, elle savait que ce qu'ils avaient découvert ne représentait que le début d'un long processus, celui de comprendre ce que cette colonie signifiait réellement. Le soleil du matin baignait le jardin d'une lumière douce lorsque l'équipe scientifique entreprit la dernière phase de son intervention. Après les longues heures de fouilles minutieuses, les contours de la colonie figée avaient fini par apparaître entièrement, révélant une structure d'une complexité presque déroutante. Sarah, qui avait pu se tenir de plus en plus près au fil de leurs travaux, observait le spectacle avec une fascination mêlée de respect. Elle n'aurait jamais imaginé qu'un réseau aussi dense et élaboré se cachait juste sous les fleurs qu'elle chérissait depuis si longtemps. Dans la terre solidifiée, les galeries semblaient former une sorte de cartographie organique, un labyrinthe précis que seuls des milliers de créatures travaillant de concert auraient pu concevoir. Les scientifiques, armés d'appareils photographiques, de tablettes et de carnets de notes, évoluaient autour du bloc imposant extrait du sol, avec une prudence presque révérencieuse. Les conversations se faisaient à voix basse, comme si un respect tacite pour cette architecture naturelle les incitait à ne pas troubler la solennité du moment. Un entomologiste expérimenté, venu expressément de la capitale après avoir été informé de l'ampleur de la découverte, expliquait à ses collègues qu'une colonie de cette taille constituait un phénomène rarissime, presque historique pour la région. Les galeries montraient un degré d'organisation inhabituel, avec des salles de stockage, des chambres d'élevage, des tunnels principaux si larges qu'on pouvait presque imaginer les fourmis s'y croiser par milliers. Sarah, discrète, se tenait un peu en retrait, mais elle sentait dans l'attitude des spécialistes qu'ils considéraient désormais son jardin comme une zone scientifique majeure. On la saluait avec respect, parfois même avec une certaine admiration pour le calme dont elle avait fait preuve tout au long de l'opération. Chaque fois qu'elle se rapprochait, l'un d'eux prenait le temps de lui expliquer ce qu'ils avaient découvert, de lui montrer comment les fourmis avaient structuré leur empire souterrain avec une précision presque mathématique. La colonie entière semblait être une œuvre collective d'une intelligence primitive mais redoutable, un système où chaque centimètre servait un but précis. Les équipes procédèrent ensuite à l'étape la plus complexe, préparer la structure solidifiée pour son transport. Le bloc de terre, lourd et fragile malgré sa solidification, fut soigneusement entouré de panneaux de renfort métalliques. Une construction de soutien fut assemblée autour de la masse, permettant de la soulever sans risquer de briser ses galeries. L'opération dura plusieurs heures, au cours desquelles les agents vérifiaient sans cesse la stabilité du bloc, coordonnant leurs mouvements avec un soin millimétré. L'idée de voir cette structure unique se briser les poussait à une prudence extrême. Lorsque tout fut prêt, un véhicule spécialisé fut amené jusqu'à l'entrée de la propriété. Les voisins, informés la veille, étaient restés à distance, observant l'étrange manège depuis leurs fenêtres ou derrière leur portail. La vue de ce bloc massif, extrait d'un jardin paisible, transporté sous haute surveillance, éveillait chez eux autant d'inquiétude que de curiosité. Sarah, quant à elle, se tenait juste derrière les barrières, le cœur serré. Elle ne savait pas comment se sentir à cet instant précis. Une partie d'elle éprouvait un soulagement profond en voyant la menace désormais neutralisée, mais une autre ressentait un pincement subtil en pensant que son jardin venait de perdre quelque chose, une part de son mystère, même si celui-ci avait été dangereux. Les agents soulevèrent lentement le bloc, guidés par les ingénieurs qui surveillaient chaque mouvement. Le véhicule accueillit la structure avec délicatesse, la fixant solidement pour éviter toute vibration dangereuse pendant le trajet. Une fois la colonie installée dans le camion, le superviseur s'approcha de Sarah
pour lui expliquer la suite. La structure serait transportée dans un centre de recherche où des spécialistes pourraient l'étudier plus en profondeur. Ils espéraient en apprendre davantage sur les comportements collectifs des fourmis de feu, sur leur stratégie d'expansion et peut-être même sur les dangers potentiels qu'un tel type de colonie pourrait représenter dans d'autres contextes. Il précisa que, malgré la menace qu'elle constituait, cette colonie était une découverte scientifique d'importance majeure et que son jardin venait d'entrer dans une forme particulière d'histoire naturelle. Sarah remercia d'une voix tremblante. Elle sentait le poids des heures passées, de l'angoisse accumulée, mais aussi une gratitude profonde envers ses équipes qui avaient travaillé sans relâche pour sécuriser son terrain et préserver la structure pour la science. Elle observa le camion s'éloigner lentement, escorté par un véhicule de police. La rue reprit progressivement son calme, mais rien ne semblait vraiment revenir à la normale. Quand elle revint dans son jardin, le silence qui l'y accueillit avait une saveur nouvelle. Une grande partie du sol avait été retournée, laissant apparaître des zones de terre nues, bousculées par les machines et les outils. Des plantes avaient été déracinées malgré le soin apporté, et certaines plates-bandes ressemblaient à des cicatrices fraîchement ouvertes. Pourtant, malgré l'aspect défiguré du terrain, Sarah ressentait une sorte de paix. Le danger avait disparu, ou du moins, il avait été arraché à son contexte. Les responsables de l'intervention lui avaient promis leur aide pour remettre en état son jardin dès que possible. Une équipe devait revenir dans les jours suivants pour replacer la terre, replanter les fleurs endommagées et s'assurer que le sol ne contenait plus de zones instables. Mais pour l'instant, elle se tenait simplement là, au milieu de l'espace qui avait été le théâtre d'un événement inattendu et presque extraordinaire. Elle respira profondément, laissant l'air chaud du matin emplir son esprit, chassant peu à peu l'angoisse. Alors qu'elle avançait lentement parmi les plates-bandes abîmées, ses pas soulevaient de petites volutes de poussière. Elle posa la main sur la terre fraîchement remuée, encore froide de la solidification récente qui avait envahi les galeries. Elle ressentit une étrange émotion, un mélange de respect et de prudence. Sous cette surface calme, un empire entier avait prospéré dans l'ombre, invisible à ses yeux. Elle avait vécu au-dessus d'un monde complexe, dangereux, structuré, sans jamais en percevoir la moindre trace jusqu'à ces derniers jours. Ce souvenir demeurerait en elle longtemps. Chaque fois qu'elle regarderait son jardin, elle ne verrait plus seulement un lieu de repos et de beauté, mais aussi un espace fragile où la nature pouvait cacher, silencieusement, des forces insoupçonnées. Elle comprit qu'elle avait été privilégiée d'être témoin de cette découverte, privilégiée malgré la peur, malgré les risques. Et à mesure que les heures passaient, la vision du bloc de terre emporté devenait un symbole étrange, celui de la puissance de la nature, mais aussi de sa vulnérabilité, de son équilibre délicat. Dans les jours qui suivirent, le jardin reprit lentement forme. Les agents revinrent, comme promis, pour l'aider à restaurer les zones endommagées. Des voisins passèrent pour s'enquérir de son état, impressionnés par le déploiement auquel ils avaient assisté. Sarah, elle, accueillait ces visites avec un calme retrouvé. Elle racontait ce qu'elle avait vu, ce qu'elle avait ressenti, sans dramatisation mais avec une précision presque contemplative. L'expérience l'avait changée d'une manière subtile, la rendant plus attentive encore aux signes que la nature pouvait lui envoyer. Le soir, lorsqu'elle s'asseyait sur le perron avec une tasse de thé, elle regardait la terre devenue plus ferme, plus uniforme. Pourtant, derrière cette apparente tranquillité, elle savait qu'elle ne regarderait plus jamais un simple monticule de la même façon. Ce jardin, qui avait été le théâtre d'une découverte incroyable, l'accompagnait désormais différemment. Il gardait la mémoire d'un monde souterrain disparu, et Sarah, chaque fois qu'elle respirait l'odeur de la terre chaude, se souvenait qu'il existait, tout près d'elle, des mystères que l'on ne perçoit qu'au moment où ils décident enfin de se révéler. Abonne-toi à la chaîne, de nouvelles histoires arrivent chaque jour. Ouvre les autres vidéos, tu seras surpris de ce qui s'y cache. Partage cette vidéo pour que d'autres découvrent eux aussi ce qui s'est réellement passé.